Brouchim Abbaï pour notre cours hebdomadaire, bonsoir, mesdames et messieurs, Kol HaKavod, à nouveau de faire le déplacement pour ce shiur, et bien entendu que ça vous porte chance à tous. Amen. Alors je vous annonce que on n'a pas fait exprès du tout, mais sachez que ce soir on va parler d'un visage extraordinaire de la Torah. Vous allez voir à quel point ça a évidemment une relation avec nous tous. On va parler de Rachel. Et il y a une dame qui est venue ce soir et qui apporte un paquet de bougies qu'elle a apparemment pèleriné sur la tombe de Rachel Imenu. Elle a amené, on va le distribuer dans Hachem après le cours, c'est grâce à cette dame, c'est son srout, et regardez comment Hachem il a fait les choses. Mais c'est extraordinaire, parce que ça avait été une semaine avant ou après, je dis bon c'est bien aussi, mais alors le soir même, ni on en a parlé, ni j'étais au courant, ni la dame elle savait de quoi j'allais parler ce soir. Ajvo, quand il veut que quelque chose arrive, les amis, vous montez, vous descendez, ça va arriver. Ça va arriver. Alors en plus, alors c'est vraiment que ce soir, c'est vraiment que ce soir, le srout de Rachel Imenu, sachez, il est avec nous. Parce que je vous rappelle quelque chose, hein. Je vous rappelle quelque chose. Quand c'est la Iloula, c'est un moment qui est fort. Mais Rachel, c'est un personnage. On n'a pas besoin d'attendre la Iloula pour être connecté à elle. Et c'est la raison pour laquelle Rachel Imenu. Léa aussi, c'est Imenu. Sarah, c'est Imenu. Rivka, c'est Imenu. Mais, par exemple, la Ségoula des 40 jours d'allumer une bougie, et je crois que même il y en a qui font carrément toute l'année. Par rapport à qui elle est fait cette Ségoula, c'est Rachel. Rachel, quand on a un problème, on voit qu'il est Rachel et on pleure. On peut aller faire Matamarpella, mais les gens ont le réflexe d'aller chez Rachel. Et justement, je ne vais pas en dire trop, parce que c'est dans le cours, mais vous allez voir à quel point, justement, son âme, elle est là. Quand vous entendez qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, on a des témoignages de Chayalim qui nous disent, qui nous racontent. On allait rentrer dans un immeuble, on devait rentrer, faire une opération commando, et là tout à coup, on voit une femme qui sort d'on ne sait pas où, et elle nous dit ne rentrez pas là-bas, ne rentrez pas maintenant. Vous imaginez le stress qu'il y a pendant une mission ou pas? Vous avez une équipe, vous avez des ordres. Les ordres, c'est les ordres. Tu désobéis aux ordres, tu sautes tout de suite. Tu as les ordres, tu as la pression, tu peux mourir à n'importe quel moment, Chas v'Shalom. T'as le Mefaked, il a des Chayalim, il a des soldats sous ses ordres, sous sa responsabilité. C'est calculé, ils ont étudié le plan, il y a tout qui est fait. On n'a pas de temps, on a 2 minutes pour rentrer, sortir. Et là, vous avez une dame qui apparaît, on ne sait pas où, qui te dit stop, on arrête tout. Il faut vraiment réagir tout de suite. Oui, non, on prend le risque, on ne prend pas le risque, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et finalement, cette dame, dit ne rentrez pas, cet immeuble est piégé. Ils s'éloignent, ils ont le temps de s'éloigner, l'immeuble explose. Et on a sauvé 5 Chayalim, 3 Chayalim, des fois des équipes de 8. Et les gens ils disent, les témoignages, moi j'ai jamais eu l'occasion de parler avec un soldat, mais les gens qui racontent l'histoire, c'est tellement répété que ça ne peut pas être inventé, c'est pas possible. Chaque guerre, chaque fois. Et les gens ils disent, on lui demande, mais qui tu es? Il dit, je suis Rachel Imenu. Et la dame elle disparaît. La dame disparaît. On a également vu, il y a des Chayalim qui disent qu'ils ont vu le visage du Rav Amos, de la Tania, que je voulais l'envoyer de Refoua chez les mains. Il dit, il est là, il a dit, rentrez pas, rentrez. C'est ça, la Shmira du Ham Israël, elle est spéciale. On n'a peut-être pas la meilleure armée du monde. Les Américains, ils sont peut-être plus puissants. Les Chinois, ils sont peut-être plus nombreux. On s'en sort déjà pas mal, hein, je vous dis tout de suite. Bon, mais les soldats, l'armée en soi, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller dans David Ameller, le plus grand combattant de l'histoire? Qu'est-ce qu'il dit? Im Hashem lo yishmor ir, shav shakad shomer. Si Hashem ne gardait pas une ville, le gardien que tu payes travaille sur ton oseille. Tu aurais pu aller au restaurant et kiffer. Tu le payes, mais il ne sert à rien. Si Hachem il décide de ne pas garder un endroit ne sera pas gardé. Par contre, l'inverse. Si Hachem il décide de garder un endroit, alors tu peux amener tous les ennemis du monde les plus puissants et les plus impressionnants, c'est eux qui ont une chance. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Tamid Hachem est né, et Nav Shel Hachem noten Beret Israël. Merishita Shana Betachrit Shana. Hachem il a toujours ses yeux qui sont rivés sur les Eretz Israël. Est-ce qu'il y a une meilleure promesse que ça? Moi, je vais l'aider, ça me fait, je dirais pas rire, parce que je juge personne, je me mets à la place de personne, etc. Mais les gens, ils ont tendance, quand il y a une guerre en Israël, ils prennent les billets d'avion, ils s'enfuient en France. Il y a la guerre, machin, on a peur, truc. Mais moi, je le dis avec beaucoup de recul, et je suis ni sioniste ni quoi que ce soit. Je leur dis, vous avez pas compris que le meilleur endroit dans lequel vous êtes protégé, c'est en Israël. Avec les Hazakot, avec les machins. J'ai dit, au moins, on sait d'où elle vient la menace. Elle vient là, tu vas au Miklat, au Hachem, ça va.
Tu vas en France, tu vas là, et l'antisémitisme, tu sais pas d'où ça peut venir. Donc, il faut avoir confiance à Kosh Borou. Hachem nous protège, il nous protège. Celui qui sera sage, attention, je me surveille, mesdames. Hein. Celle qui parle, elle n'aura pas le droit de bouger ce soir. Vous il y aura une belle surprise pour ce soir après le cours. Et chaque blinéder, en tout cas, voilà, avec le nombre de bougies qu'il y a, je ne sais pas qu'on fera, peut-être maximum on les vendra aux enchères, je ne sais pas. Mais Bézat Hashem, en tout cas, un maximum, vous partirez avec un srout à la maison, grâce à ces à qui on sort des Hashem, beaucoup d'aslacha dans tout, et dans toutes les Yeshua. Top. Alors justement, on parlait de Rachel et Bilha. Et c'était ça, Askara, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à ce personnage, on peut avoir tendance à avoir des fois une sorte de ressenti à l'intérieur un petit peu contradictoire. Et je vous explique. D'un côté, Rachel Miou, comme on l'a dit, c'est la maman. The maman. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Rachel, Léa c'est Menou, Sarah c'est Menou, Rivka c'est Menou. Enfin, Rachel, elle a une place particulière dans nos cœurs et dans ce que ça représente. Donc on est très attaché à elle, on va sur son kéver, on va prier, etc. Et d'un autre côté, on peut remarquer que quelque part son destin, il nous fait un peu de peine. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est la femme qui a joué peut-être, qui joue jusqu'à aujourd'hui un rôle important pour nous, mais d'un autre côté, regardez la pauvre comment elle a terminé. Enterrée comme ça, au bord de la route, comme elle dit la Torah. Elle est seule depuis 3500 ans. Elle a aimé un mari à mourir. Oui, je l'aime à mourir. Elle adorait son mari l'adorait. Et pourtant, ils n'ont pas eu la chance d'être enterrés ensemble. Il y a certains qui vous dira, oh là là, tout, mais juste m'enterre pas avec ma femme à 120 ans. Déjà, je l'ai supporté pendant 80 ans, fous-moi la paix pour l'éternité. Rachel et Yaakov, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est l'amour fou. Et pourtant, ni Yaakov, parce que Yaakov aussi, il aimait, et ni Rachel ne vont avoir justement ce plaisir. Alors, on a l'impression que les pauvres, les deux, c'est des victimes. Ils n'ont pas eu la chance. Mais quand tu regardes un petit peu l'histoire, tu te rends compte que quelque part, en tout cas, on dirait qu'il y a un responsable à tout ça. C'est qui ? Ben, c'est Yaakov. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. C'est quoi l'histoire ? Ils sortent de chez Lavan, ils vont pour rentrer en Eretz Israël. Rachel, elle accouche de Binyamin. Et comme on le sait, après la naissance de Binyamin, elle meurt. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Là où ils sont, il enterre. Akara ? Il n'y a plus de cimetière ? Vous avez déjà remarqué, c'est pas un cimetière. Le Kever Rachel, on en a fait un mausolée. C'est pas un cimetière. Maradam Arpela, il y a plusieurs personnes enterrées là-bas. Ok ? Je vais vous dire mieux que ça. Je sais pas, admettons, t'as pas où enterrer, tu es en galère. Je sais pas, un minimum. Cherche, il est où le cimetière juif de la ville, et tu vas enterrer là-bas. Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui meurt, on lui fait comme ça, bah attendez, alors bougez pas, faites les photos pour la crime, ok, on envoie ça aux flics. Vous avez fait les relevés d'empreintes, c'est pas un meurtre, c'est une mort naturelle, tout va bien. Ok, on appelle la Khemra Kadisha, là maintenant tout de suite on l'enterre, ça n'existe pas. On prend le corps, on lui fait la tahara, ensuite on va voir le carré juif. Mais là, aux États-Unis, en France, machin, pourquoi est-ce qu'on se bat jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez vu, des fois on reçoit des messages, alerte, attention, tel endroit menace de déterrer les morts, etc. Parce qu'apparemment, en France, je crois qu'une tombe, elle s'acquiert que pendant 100 ans, c'est ça ? 99 ans, les détails après. Non, c'est pas 99 ans, 100 ans, en tout cas c'est une date limitée. Donc on dit attention, on fait un appel aux dons, etc. Il faut absolument en tout cas rallonger, peu importe la longueur du contrat, il faut rallonger pour que le mort ne soit pas déterré, qu'on garde la place. Donc on le fait, on se bouge, on fait en sorte de donner un kavod. Et d'ailleurs sachez une chose mes amis, l'important d'être enterré dans un carré juif, c'est très important. Et vous savez que pour ça, il faut le mériter. Par exemple, je sais, un jour, je me rappelle, je m'étais renseigné quand on avait enterré ma grand-mère en Eretz Israël, je m'étais rapproché de quelqu'un qui travaillait là-dedans. Il m'a expliqué qu'il y a des carrés juifs, il y a des carrés de Shomer Shabbat. On fait en sorte de ne pas enterrer une femme à côté d'un homme, etc. Il y a plein de détails de Kedusha, comme quoi une personne dit elle a fini. C'est vrai qu'une fois qu'elle est nifteret, elle est nifteret. Mais on doit s'inquiéter de la suite. Donc là où tu la mets, là où tu vas l'enterrer, là où elle va rester jusqu'à Kriyat Amitim, c'est important. Donc pourquoi est-ce que Yaakov, ici, lui, il n'a pas pris justement cette peine de donner ce qu'on appelle le dernier kavod, le dernier honneur qu'on doit donner à un défunt, c'est vraiment l'enterrement. Il faut qu'il soit, on va dire, irréprochable là-dessus.
Et où est-ce qu'on sait que Yaakov lui-même, il sent ici qu'il y a eu un manque? C'est que quand les années vont passer et que lui-même, il va commencer à devenir mourant, il va appeler Yosef. Il va lui dire, je veux absolument, je ne veux pas être enterré moi ici en Égypte, pourrir en Égypte, même pas vrai, il y a plusieurs raisons. Je ne veux pas qu'il fasse de moi une avodazara, je ne veux pas qu'il sait que mon corps il est de la Touma, etc. Et il va lui faire promettre, mais pas que promettre, il va lui faire jurer que tu vas m'enterrer en Eretz Israël, là où j'ai enterré Léa, là où il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est conscient de la Kedusha qui se trouve justement à Hebron, à Marat Marpella. Et en aucun cas, il est prêt à perdre cet honneur, cet endroit incroyable dans lequel il veut reposer jusqu'à la venue du Mashiach. Donc si Yaakov, tu es conscient que d'avoir une place à Marat Marpella, ça n'a pas de prix. Comment toi, tu as entre guillemets, je dis bien pour l'instant, on découvre l'histoire, jouer un peu l'égoïste par rapport à ta femme chérie. Tu t'es pas donné la peine de la prendre et de l'amener jusqu'à là-bas. Tu t'es pas donné la peine d'aller dans un cimetière et de l'enterrer là où elle était, tu l'as enterrée. Donc évidemment, quand tu regardes l'histoire, tu dis, il y a un problème, c'est pas possible. On parle pas d'un fou, on parle pas de quelqu'un qui comprend pas. Voilà, il comprend pour lui, bien sûr, il s'inquiète. Tu vois, Yaakov, c'est un égoïste. Et pire que ça, quand Yaakov il se retrouve devant Yosef, il commence à parler de l'enterrement. Il dit, Yaakov, il dit, ouais, Yosef, je me sens pas bien, je vais finir par mourir là dans pas longtemps, je sens, ma fin est proche, prenez-moi, etc. Et Yaakov ici, il dit le Ramban, le Nachmani, il est en train quelque part de se justifier également auprès de Yosef par rapport à ce qu'il a fait à sa mère. Parce qu'il a peur justement ici d'avoir un retour de manivelle. Il lui dit, tu sais, je sais qu'au fond de toi, même si tu ne me l'as jamais dit, tu m'en veux quelque part sur le fait que je n'ai pas enterré ta mère à Hebron. Il y a une raison. On va essayer de la comprendre. Mais il sait que Yosef, en lui, il a un petit truc contre son père sur ça. Et Yaakov, il a peur qu'aujourd'hui, entre guillemets, Yosef, il va peut-être pas tout faire, ce qui est dans son pouvoir, pour faire kavod à son père, alors que lui-même n'a pas fait kavod à sa mère. Et je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir si je trouve les mots du rabbin. Moi, ils ne sont pas ramenés ici, c'est pas grave. Ah si, ils sont là. Vader Rabshat Gamken. Amar Loken, Kemit Natzel. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov à Yosef? Il a dit, tu sais, ta mère, dans quelles conditions elle est morte? Meta alay Rachel baderech. Le Dieu était en plein voyage. C'était pas facile. J'avais pas mes moyens. Pourquoi est-ce qu'il rajoute ça? Il dit parce qu'il faut que tu comprennes que c'était pas un cas normal. Le rabbin dit qu'ici, il est en train de s'excuser à Yosef pour pas qu'il lui en veuille, etc. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mes amis, et vous allez voir pourquoi est-ce que ça va vraiment nous déranger que Yaakov n'ait pas donné ce cadeau à Rachel. Parce qu'on le sait que Yaakov adorait Rachel. Et ça, on l'apprend de 6 mots dans la Torah, pas plus. Il y a marqué que quand Yaakov, il est venu travailler chez Lavan pour gagner, entre guillemets, sa femme, Rachel, combien de temps il devait travailler? 7 ans. C'est long, 7 ans. 7 ans. C'est long, 7 ans. Et pourtant, la Torah, qu'est-ce qu'elle témoigne? Elle dit quoi? Vayavod Yaakov berachel shevashani. Yaakov a travaillé pour Rachel, donc 7 ans. Vayu be'enav kiyamim achadim be'ahavato ota. Et c'est passé vraiment comme quelques jours de par son amour pour elle. Il était tellement fou amoureux que tu l'aurais dit travailler même 20 ans, il aurait fait avec plaisir et pour lui, c'est pas compliqué. Alors, c'est beau. La Torah, elle est romantique. Mais la Torah nous raconte des salades. Et vous allez d'accord avec moi, je vais vous dire pourquoi. Venez, on se remet d'accord sur quelque chose. Quand tu aimes quelqu'un et que cette personne n'est pas avec toi, elle te manque ou pas? Bien sûr. Si elle te quitte, je ne parle pas de mort, pas encore, part en voyage, ouais. Ou bien vous savez quoi? Prenez 2 fiancés. Il n'y a pas plus beau. Ou vraiment un couple au tout début du mariage. Mais c'est l'amour fou, c'est incroyable. D'ailleurs, on dit tous les matins, messieurs, dans les téphilines, quand vous arrivez au doigt, n'est-ce pas? Vous faites vos 7 tours, vous mettez la tête, ensuite vous dites quoi? Verastir li leolam. Hachem, sois fiancé à moi pour l'éternité. Dis ça à une femme, on va se fiancer pour l'éternité, mais elle t'envoie bouler chez ta mère. J'ai dit, elle me dit, ça va pas ou quoi? Moi, fiancé pour l'éternité, non, on se fiance et on se marie pour l'éternité. Si tu me comptes, elle va te dire, si moi j'ai pas une bague au bout de 3 mois sur le doigt, tu dégages. J'ai pas de temps à perdre. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Oh, si seulement tu pouvais rester ma fiancée. Ma pchat. Le pchat, il est à levaille qu'on puisse avoir l'amour, les attentions pour sa femme comme on l'a pour une fiancée. Ah ouais.
Mariés, fiancés, on fait la cour, on drague, on va faire des cadeaux, on est capable, des trucs. Et jusqu'à 3h du matin, tu es sur WhatsApp et tu veux pas. Toi raccroche, non, toi raccroche. Toi raccroche. Vous connaissez ce matin ou pas? Marie, elle t'appelle, je suis encore celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait le Mahavar? Bon, ça, on en parlera dans un autre cours. Mais il y a une vraie différence entre les deux. C'est peut-être ça qui s'est passé entre Yaakov et Rachel. De quoi? Avant qu'il se marie, il aimait, mais une fois qu'il s'est marié. Il aimait toujours. Il aimait toujours. Tu rigoles ou quoi? Ouais, il était où le lit principal de Yaakov? Il était chez Rachel à chaque fois. Il aimait, bien sûr qu'il aimait. C'est connu. Rachel, c'est Yaakov, il aimait Rachel. Et pourquoi est-ce que justement, vous savez quoi? Il pose une question sympathique, je vais lui répondre. D'où on a la preuve que Yaakov, il aimait Rachel? Déjà, c'est marqué qu'après, dans la Torah, c'est marqué que Yaakov avait Rachel plus que Léa. Et c'est du fait que Léa, elle n'était pas assez aimée par Yaakov que Hachem, il va donner à Léa d'Afka des enfants, alors qu'elle aussi, elle était stérile à la base. Mais Hachem, il a vu que Léa n'était pas aimée, et c'est pour ça qu'il a ouvert sa matrice. Donc tu vois bien que même marié, Yaakov était attaché à Rachel beaucoup plus. Prenez deux personnes, on l'a dit fiancées. Ok? Je peux vous garantir que vous lui demandez, quand il n'est pas avec sa fiancée, combien il y a de secondes dans une minute, il dira jamais 60. Il dira, mais il y a une éternité dans une minute, c'est pas possible. Elle n'est pas là, c'est trop long. Ouais, imaginez, vous avez quelqu'un que vous aimez qui doit arriver à l'aéroport. Et là, vous êtes là, vous sortez le grand jeu. Les ballons, la rose. Et tu es là avec une pancarte. Welcome, Baruch haba, bienvenue. Tu sais pas parler espagnol, tu l'affiches quand même en espagnol. Là, tu fais tout, la totale. Et là, tu attends le vol à destination, au départ de Paris. Il doit arriver, etc. T'attends. Maintenant, tu es arrivé déjà une demi-heure à l'avance pour être sûr qu'il n'y ait pas un malentendu. Parce que Khled, si en plus elle arrive avant toi, tu es mort. Donc tu as pris une demi-heure d'avance. Tu sais que tu es en avance. On dit, tu t'impatientes. Après, on vous dit, l'avion est retardé. Bon. Mais imagine, je te dis au final, l'avion a 7 heures de retard. Le type, il se décompose. Le type, il meurt. Je sais pas, j'ai posé la question à Namaré. Si je lui dis, ta femme, elle a 7 heures de retard, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai 7 heures de vacances en plus. Ouais. C'est magnifique. Yaakov, il aime sa femme ou il aime pas? Enfin, sa future femme, il aime. Comment tu peux me dire que 7 ans d'attente, ça passe vite? Mais ça va pas passer vite. Ça doit passer très lentement. Ça doit passer comme une éternité. Alors comment la Torah dit? Parce qu'il aimait, c'est passé vite. C'est bizarre. Alors, il y a plusieurs réponses. Et Bémet, elles sont toutes très jolies. La première, c'est que Yaakov, il aimait Rachel pas dans le sens où nous on l'entend. C'est-à-dire, il faut faire le distinguo, dit Razal, entre l'amour pour quelqu'un et l'amour pour soi. C'est-à-dire, tu peux aimer quelqu'un, mais pour quelle raison tu l'aimes? Parce qu'elle t'apporte un profit. Parce que toi, tu as un intérêt de cette personne. Il peut être physique, il peut être financier, il peut être sentimental, il peut être juste agréable, tu aimes passer du temps avec lui, c'est un très bon ami. Quand tu passes avec lui, tu passes une super soirée, donc tu l'aimes, cette personne. Et si on parle d'un homme et une femme, l'amour est beaucoup plus fort. Elle te plaît, tu es bien, etc. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est le plaisir que tu retires de cette personne, que tu en retires. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la ta'ava. Ça veut dire que c'est un amour, je vais traduire ça grossièrement, c'est un amour par intérêt. Donc en fait, qui tu aimes au final? Toi. C'est toi que tu aimes. Et tu trouves du plaisir à travers cette personne. Donc tu t'aimes à travers elle. Mais qui profite de tout ça au final? C'est toi. Il y a l'histoire qui est très connue avec ces pêcheurs qui sont partis en mer. Donc ils jettent leur canne à pêche ou leur filet. Et là ils sentent qu'à un moment donné, ça tire. Et là il essaye, il appelle son copain, il appelle son copain. Ils se mettent à dire sur la canne à pêche et là ils sortent un poisson, un monstre le truc. Un monstre. Oh, incroyable, quelle prise et tout. Il dit attends, ça c'est... On va aller au chouk, mais qui va acheter un truc comme ça? Il faut vraiment quelqu'un qui comprenne ce que c'est un poisson. Mais non, le poisson, le pauvre, lui, il écoute ça, il dit bon, ça y est, je suis mort. On va arriver, on va me tuer, on va me manger, je veux pas. Ils arrivent au chouk. La pièce est impressionnante. Mais bon, nous, on va acheter quoi pour Shabbat? Tu vas acheter quelques filets, tu vas pas acheter maintenant un truc de 10 kilos. Bon, il n'y a pas d'acheteur, le poisson, il est content, il dit pour l'instant, je continue à vivre, moi, c'est très bien. Là, on lui dit, tu sais, il y a un type en ville, il est riche, et à part ça, il adore le poisson.
c'est sûr qu'il va l'acheter. Maintenant, le poisson, il entend quoi? Ce type, il adore le poisson. C'est bon, je suis sauvé, je vais avoir un aquarium, 5 sur 5, des LED, des lumières, du corail, tout ce qu'il faut. Hôtel, VIP, 5 étoiles, spécial poisson. Il est content, il stresse pas. Donc pendant le trajet, même les vendeurs ils parlent entre eux, ouais c'est vrai qu'il a le poisson, c'est que l'autre fois il est parti jusqu'à là-bas pour en avoir et tout, lui il va jusqu'en Norvège, il prend son poisson. Le poisson il est en rêve. Et là on arrive là-bas. Bonjour, on a un poisson pour monsieur. Ah, tiens, l'attendant. Il dit, mais bien sûr, c'est super, il adore le poisson il est encore content. Et on voit que il passe devant l'aquarium. Il le voit l'aquarium, mais on change de chemin, on bifurque. Le poisson il dit, ah peut-être qu'il y a un plus bel aquarium pour les VIP à l'arrière. Sauf que là, on la dépose dans la cuisine. Il dit, bon, peut-être que c'est un peu lourd. Et là, il voit le cuistot avec un couteau. Il dit, voilà, on va faire un bon plat de poisson parce que monsieur adore le poisson. Et là, le poisson, qu'est-ce qu'il crie? Il dit, mais, bande de menteurs, vous aimez pas le poisson, vous vous aimez à vous. C'est pas moi que vous aimez, c'est le profit que vous tirez de moi. Et la différence, c'est quoi? C'est que Yaakov, il aimait Rachel. Mais pour ce qu'elle était. Pas pour ce que lui, il en retirait maintenant d'elle. Et ça fait une grande différence. Pourquoi? Parce que mes amis, quand on est motivé par un amour gratuit pour quelqu'un, on est capable de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, je pense que l'exemple le plus simple, sans réveiller ici de débat, ça va être de dire l'amour d'un parent pour son enfant. Moi, je vous dis, tu me réveilles à 2h du matin, je te mets un coup de boule et je repars dormir. Si demain, j'entends mon enfant malade dans la nuit, il tousse, il se lève, il a de la fièvre, il pleure parce qu'il a un bobo. L'homme est gêné pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement tu vas te lever, tu vas être gentil, tu vas être patient, tu vas le rassurer, tu vas t'endormir 10 fois, tu vas te réveiller et tu vas le faire avec le sourire. Pourquoi? Parce que tu l'aimes ce gosse, parce que tu veux lui donner le meilleur. C'est-à-dire que l'amour pour quelqu'un, un vrai amour, ça fait quoi? Ça te donne les capacités de t'effacer à toi pour laisser la place à l'autre. Ça veut dire que le type, entre guillemets, il est en train de te marcher dessus. Il prend ton sommeil, il prend tes aises, il prend tes forces, il prend ta patience, il prend tout. Il t'a usé. Et tu lui dis quoi? T'inquiète pas, papa il est là, maman elle est là. Je suis là, je veux dormir avec toi. Un gosse maintenant il est malade, il veut dormir avec toi parce qu'il a peur, il pleure, etc. Maintenant, venez, l'équation elle est simple. Il est enrhumé, il a 39 de fièvre, et ça coupe jusque-là comme ça, et il tousse. Si tu dors avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, toi, tu es bon aussi. Hein, tu vas avoir de la fièvre, tu vas avoir le nez qui coule. Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui dit à son fils, tu dors tout seul, je ne vais pas dormir avec toi, même si tu pleures parce que je ne veux pas être malade? Même s'il le pense qu'il ne veut pas être malade, il va y aller. Il va faire les chaînes, essaye quand même que je ne prenne pas trop fort ce microbe, et il va y aller. Et il va s'endormir. Et 2 jours après, il va se lever, il va être malade. Il va dire, ah, ça, c'est la petite qui me l'a collé. Avaler ce qu'il regrette, va te dire que non. Parce que l'amour qu'il a pour cette personne, ça lui donne justement les possibilités de se dépasser. Par contre, quand ton amour, il est personnel, il est égoïste, tu ne peux pas faire de la place à qui que ce soit. Et donc, chaque moment d'attente, il est insupportable. Reprenons l'exemple qu'on a donné. Tu es à l'aéroport, tu l'attends ta Kala. Tu l'attends ton ami qui doit t'apporter maintenant, je ne sais pas moi, les dividendes de 50 000 $ que tu as gagnés. Mais tu n'en peux plus. Pourquoi tu n'en peux plus? Parce que le plaisir que tu attends, il est pour toi. Donc c'est saoulant d'attendre. Mais si on te dit maintenant que chaque moment d'attente qui est en train de passer, ça fait du bien à la personne en face. Si tu aimes la personne et que tu veux son bien, ça ne te dérange pas d'attendre. Je veux dire, comment c'est possible? C'est l'exemple que nous on a. Yaakov avec nous, mes amis, il arrive, il travaille pour Lavan. Pourquoi il travaille pour Lavan? Ça, on fait travailler pour se marier depuis qu'on a vu ça. Abraham, il s'est pas marié il n'a pas travaillé pour se marier, ni Yitzhak. Pourquoi Yaakov, il doit travailler? Parce qu'on rappelle, Yaakov, il est arrivé sans un rond en poche. Il est sorti, son père lui a donné de l'argent, il devait aller chez Lavan, les poches pleines. Mais vous connaissez tous l'histoire que Esav, il a envoyé son fils Eliphaz tuer Yaakov. Il a dit, tu prends, tu lui fais la peau. Et Eliphaz, maintenant, il arrive devant Yaakov, c'est son oncle, il l'aime, il ne sait pas quoi faire. D'un côté, j'ai le chiouf de respecter mon père. D'un autre côté, je ne peux pas tuer quelqu'un. Yaakov, il dit, on fait un pacte. Tu prends mon argent, je suis considéré comme mort. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont considérées comme mortes. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, une personne qui est pauvre et une personne qui est touchée par la lèpre. Ces 3 personnes sont considérées comme mortes. C'est tout. Et il y en a qui disent également l'aveugle. Mais je prends la valeur sûre. Ok? Donc il a dit, regarde, tu ne vas pas mentir à ton père, tu m'as tué. Parce qu'un pauvre, vous savez pourquoi? Personne ne le calcule.
personne ne le regarde. Il est moins que rien, il fait de la peine, il fait pitié. Et cette pitié-là qu'une personne ressent, qu'elle est proche du sol, c'est proche de la mort. Qu'est-ce qu'il a à mort? À mort, on t'enjambe. C'est ça qu'on dit en général, messieurs, dames, juste sachez une chose, quand vous allez dans les cimetières, évitez d'enjamber les tombes. C'est pas qu'à vote pour le mort. Des fois c'est compliqué, non? Des fois les gens ils font pas attention. Des fois vous savez, les passages ils sont étroits, etc. Et on veut arriver, c'est plus rapide, ça peut être plus rapide, mais c'est pas un cavote. On n'enjambe pas une tombe. On n'enjambe pas une tombe. Ok? Pourquoi? Parce que déjà il est plus bas que terre, tu ne peux pas tomber plus bas. Donc au moins si on a un cavote, tu lui donnes. Une personne qui est pauvre, on ne regarde pas. Il n'a plus rien. Yaakov il est arrivé chez Lavan sans un rond en poche. Maintenant, moi, je lui ai venez, on parle entre nous. Demain, vous avez des enfants mariés. Ta fille, elle arrive toute contente. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Première question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui ou non? Bon, maintenant, il est khayal. Ok, il est soldat. Il va finir. Il a des plans. Il veut faire des études. Il veut faire quelque chose. Je donne le bénéfice du tout. Papa, il est Bachor Yeshiva. Magnifique. Il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Papa, il veut étudier la Torah. Magnifique. Ok. Mais si je t'amène quelqu'un demain, il est ni à la yeshiva, il s'est fait réformer de l'armée, ben il a fini l'armée, ça fait 4 ans. 4 ans. Tu as le temps de sortir un Torah. C'est ce que c'est un Torah. C'est des études qui font 3 ans. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ah, il vend des frites chez McDo. Est-ce que c'est un travail? Oui. Est-ce que le père, ça va l'engager? Ça va le convaincre? Il va dire, ma fille, je sais pas. Vous savez quoi? Viens, on fait le pute. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a fait plein de petits contrats, mais plein de trucs, mais là il est sans emploi. Sans emploi. Vous connaissez des parents qui vont dire fonce? Alors ils vont rencontrer les garçons. Il est bien, il n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas de travail? Est-ce que tu es dans une mauvaise passe? Il y a une raison, tu as été licencié. Il y a eu quelque chose, mais je pourrais dire non, pas licencié, très bien. Moi le travail, je sais pas, c'est pas trop mon truc de travailler. C'est le marboule celui-là ou quoi? Il est fou celui-là. Dis quoi c'est pas trop rigolo? Et tu vas manger comment? Ma fille, tu vas la nourrir comment? Tes enfants, tu vas les nourrir comment? Le loyer va se payer comment? C'est le bon Dieu? Yaakov, il arrive comme ça dans les poches, il dit voilà, je veux me marier avec ta fille. Il dit ok, pas de problème. T'as de l'argent pour me nourrir ma fille? Ben non. Bah, il dit ça marche pas comme ça, je suis désolé mon pote. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va bosser 7 ans. Maintenant attention, Yaakov, pourquoi malgré qu'il l'adore et il attend sa femme pour se marier avec elle pendant 7 ans, pourquoi ça passe facilement pour lui? Parce qu'il est conscient que chaque jour qu'il passe à travailler, ça donne du kavod à Rachel. Je travaille, Dieu se montrer à quel point tu as de la valeur à mes yeux. Je vais trimer pour toi. C'est comme si je posais maintenant 1 million sur la table. Chaque centime, tu les vaux. Chaque 100 000 que je passe, tu les vaux. Et c'est pour ça que je travaille autant, parce que chaque jour de travail acharné que je donne, c'est pour ton kavod à toi. Pour montrer à quel point tu as de la valeur à mes yeux. Donc quand on réfléchit dans ce sens-là, Yaakov, il dit, moi, les 7 ans, c'est passé comme ça. J'aimais tellement Rachel pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle m'apportait à moi, que même 7 ans de travail, c'est passé très rapidement. Parce que le but, c'est quoi, encore une fois? Comme on l'a dit, c'est pas de s'aimer à soi, mais c'est essayer de donner justement l'amour gratuit à l'autre. Et là, il dit le Chizkouni quelque chose, mes amis, d'intéressant. Il dit alors, selon ça, je comprends encore moins ce qu'on a demandé au début. Il aime tellement sa femme, et même pas de manière égoïste, mais de manière la plus pure qu'elle soit. Et avec ça, on arrive à la fin de la vie de Rachel, et il la laisse sur un trottoir. Tu te dis, c'est possible, j'ai mal à la tête dans cette histoire. Il aime ou il n'aime pas? Il est égoïste ou il n'est pas égoïste? Il aime à mourir ou il n'aime pas à mourir? Ma'apshat, c'est quoi la vraie histoire ici? Alors le Chizkouni dit, écoutez bien, il y a plusieurs manières d'expliquer l'attitude de Yaakov Avinu, et bien mettre chaque manière elle est incroyable. La première, il dit, tu sais quoi? Et c'est ce qu'il a dit à Yosef, il dit, Meta alay Rachel baderer. Ça veut dire quoi? On ne s'attendait pas à ce qu'elle meure, Rachel. Elle n'a pas de problème de santé. Et rappelez-vous une chose, malheureusement, Hazal dit à cause de quoi une personne doit faire très attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que quand Lavan est venu chercher ses idoles que Rachel lui avait volées, vous savez c'était quoi ces idoles? Je ne vais pas rentrer en détail parce que Bémet, c'est très morbide, c'était quoi ces idoles-là? En tout cas, elle lui a volé. Parce que l'idole, elle avait la capacité de retrouver n'importe qui. Si tu veux lui dire, il est où celui-là? L'idole, elle te répondait, lui, il est là-bas. Et comme Rachel ne voulait pas que Lavan les retrouve quand ils se sont enfuis, elle lui a volé ces espèces de Waze de l'époque. Ce GPS, ce traceur GPS. Lavan, il les a quand même retrouvés finalement, il a galéré, il les a retrouvés. Il dit à Yaakov, mais donne-les-moi, rends-moi ce que tu m'as volé.
Tu n'as pas honte. 20 ans j'ai travaillé chez toi. Je t'ai pas ramené une brebis morte. Pas une. J'ai pas dormi, j'ai travaillé l'été comme le froid dans l'hiver. Ah, tu oses m'accuser? Il lui dit, tu sais quoi? Que celui qui les a volés, qui meurt. Et il ne savait pas, il dit la Torah Veloya Dayakov, chez Rachel Genavam. Il ne savait pas que c'était Rachel qui les avait volés. Donc malheureusement, Chazal, ils disent que c'est une des raisons qui a fait que Rachel elle est morte subitement, à cause de la clade de Yaakov Avinu. Mes amis, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Demain, vous êtes énervé, vous en voulez à quelqu'un, vous vous disputez, vous êtes escroqué. Écoutez bien ce que je vous dis. Jamais ne souhaitez du mal à quelqu'un. Alors, attention, hein, j'enlève une seconde ici le visage du rabbin, je me mets dans la peau de tous les jours. Des fois, le gars, c'est pas que tu veux l'insulter, tu veux l'égorger de tes mains avec ce qu'il t'a fait. C'est bon, on se met d'accord, on parle entre nous. Des fois, tu dis, je l'insulte pas, c'est moi qui vais le tuer. C'est moi qui vais le tuer. Pourquoi il faut descendre d'un étage? Parce que je vous garantis qu'une fois que la colère elle va descendre, si tu te rends compte que peut-être quelque chose est arrivé alors que tu lui as souhaité, déjà tu vas t'en vouloir. Si tu es fabriqué normalement à l'intérieur, hein, s'il n'y a pas eu d'erreur de parcours entre temps, mais surtout, tout ce qui nous arrive, c'est Me'et Hashem. Tout ce qui nous arrive, c'est Me'et Hashem. Maintenant, pourquoi c'est lui qui le fait? Pourquoi dans ces conditions? On ne peut pas savoir. Mais le travail d'un juif, c'est quoi? C'est de se rappeler qu'avant et après tout, il y a quelqu'un qui dirige exactement chaque petit pion où il doit aller et comment il doit aller. Donc si tu t'énerves à mourir, tu deviens rouge de colère et tu finis le dictionnaire des insultes sur sa tête et tu es remonté jusqu'à Abraham Avinu parce que tu as maudit chaque ancêtre qu'il avait, tu n'as rien compris, tu es un idiot. D'accord ou pas? Donc Yaakov il a fait l'erreur malheureusement, paf, de sortir cette phrase et Rachel elle va mourir. Donc qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit mais j'ai pas eu le choix. Elle est morte tellement vite. Le seul endroit où j'étais, c'est quoi? C'était là, maintenant et tout de suite. Alors, ça ne répond pas à la question, évidemment. Pourquoi au moins tu ne l'as pas un petit peu décalé? Mais on va y arriver. Mais quand même, il dit Riskouni, il dit alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut comprendre les choses. Je suis parti de chez mes parents comme un voleur. Combien de temps Yaakov il a été absent? Très longtemps. Venons faire un calcul. 14 ans plus 20 ans. 34 ans. Il est parti, c'est un jeune homme, il est parti étudier 14 ans chez Shem et Ever. Il a étudié, nuit et jour. Il n'est pas parti dormir, ça veut dire quoi? En 14 ans, pas une fois, il a dit je suis éclaté, je rentre dans mon lit. Non, il était sur le standard, il s'écroulait. Il était debout, il s'accrochait à un mur, il dormait. 14 ans, il n'est pas rentré dans un lit pour dormir, il n'est pas parti s'allonger, dormir. On comprend ce que ça veut dire? 14 ans que de Torah, en plus de la Torah qu'il avait déjà appris chez son père. Pourquoi? Il a dit mais je sais où je vais moi. Je vais au pays du mal. La vanne, c'est le mal. Si je me blinde pas de Torah, je suis mort. Et grâce à ça, il va tenir ou il va pas tenir? Bien sûr qu'il va tenir. Et combien de temps il reste là-bas encore? 20 ans. C'est-à-dire qu'à Haran, en Eretz Israël, presque on l'a oublié, Yaakov. Ok, il y avait Yitzhak, il y avait Rivka, Yaakov, c'est un tzaddik qui est parti. Mais qui est-ce qui a le pouvoir maintenant? C'est Esav. Et qui est-ce qui rôde tout le temps autour de Marat Marpella? C'est Esav. Yaakov, il dit j'arrive après 34, après bref, il y a eu encore 1 an et demi où il s'attardait en chemin, donc plus de 35 ans. Vous voyez ce que c'est 35 ans? 35 ans, on ne te reconnaît même pas quand tu reviens. 35 ans, il revient, il dit tu penses que j'avais une chance de rentrer dans Marat Marpella? C'est impossible. Les gens ne savaient plus qui j'étais, ils ne m'auraient même pas reconnu. J'avais peut-être même pas les preuves tout de suite sur moi pour prouver que Marat Marpella c'est à moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'enterrer Rachel là où on était. Techniquement, ce n'était pas faisable. Par contre, oui, après, il est revenu en Eretz Israël, il s'est réinstallé, il s'est réaffirmé, il a retrouvé les preuves que Esav lui avait vendu la Bechora, etc., etc. Donc après, tout était possible différemment. Mais à l'instant T, c'était pas possible. Ça, mes amis, c'est le premier pirouche. Le Sforno, il veut amener ici un deuxième pirouche qui est très beau, très très beau. Il dit, regardez les termes, c'est quoi? Il dit Meta alai Rachel. Traduction littérale, Rachel est morte sur moi. Tu peux dire, bon, aujourd'hui on va traduire en français, elle est morte dans mes bras. Bon, c'est poétique, c'est bien. Mais pas là pour faire de la poésie, on s'en fout. C'est quoi ça? Yaakov, il dit à Yosef. N'oubliez pas que ce dialogue, c'est Yaakov qui explique à Yosef. Pourquoi j'ai pas enterré ta mère là où tu aurais voulu que j'enterre? Il lui dit, Meta la Rachel Kavana, elle est morte avec moi. Ça veut dire que j'aimais tellement ta mère. J'aimais tellement Rachel que quand elle est morte, il y a une partie de moi qui est morte ce jour-là avec elle. Et la preuve, c'est quoi?
Quel est le dernier enfant que Yaakov il a eu? Binyamin, de Rachel. Après, il a eu d'autres enfants? Non. Yaakov n'était plus capable, psychologiquement, d'imaginer une nouvelle vie sans sa femme. Alors, il y a les acquis qu'on a déjà eus, il a eu les enfants qu'il a eus. Maintenant, il a perdu une partie de son âme quand Rachel est morte. Il a dit, j'avais plus les forces, ni physiquement, ni mentalement, j'étais plus le même Yaakov qu'avant. Avant, j'étais fort. Avant, j'aimais une femme qui m'aimait. J'ai perdu ma femme, et une partie de moi qui s'est éteinte ce jour-là. Maintenant, sans parler forcément de mort, mais prenez une personne qui a ce qu'on appelle en hébreu un mashber, c'est-à-dire cassure, une période difficile, une espèce de dépression, mais forte. Le type, tu regardes autour de lui, ça va, hein. Il a de l'argent qui rentre de son travail, il a sa petite maison, il a sa voiture, il a des gosses, il a sa femme. Il n'y a aucune raison extérieure qui fait que... Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Vous avez déjà vu de quoi il a l'air, le gars? Mais il est à la ramasse totale. Une personne qui n'est pas bien dans sa tête, c'est une serpillière. Et pire, le mental va influer également sur le physique. Un type, quand il n'est pas bien dans sa tête, écoutez bien ce que je vous dis. Une personne qui est bien dans sa tête, il se déclenche des maux et des douleurs dans son corps. Sur le type dit, regardez, monsieur, vous avez des antécédents? Non. Vous avez jamais eu problème de santé? Non. Comment ça se fait, docteur, qu'à 35 ans, j'ai mal au dos? J'ai mal au dos. C'est venu d'un coup, un matin, je me suis levé, j'ai eu mal au dos, ça fait 6 mois, c'est pas parti. N'essaye pas du traitement médical, tu perds ton temps, ton oseille, et tu vas abîmer ton foie. Essaye ici. Essaye ici. Tu vas réparer ce qui a été bougé vraiment là-dedans, ça va remettre ton dos en place. Moi, je vous ai raconté une histoire qui m'est arrivée à moi, c'est un truc de fou. C'est là où vraiment j'ai compris ce que c'était la force mentale. On est pendant le corona. Les collègues sont fermés. Enfin, une vraie galère. On devait étudier au téléphone, très très compliqué. On était censé avoir un examen à étudier, à préparer pendant, je crois, au moins 4 mois. Bon, pas très dur l'examen, 4 mois. Il y a des mifralim à la Rabanout, mes amis, c'est 2-3 ans de préparation. On avait un sujet de 4-5 mois. Sauf que quand il y a eu le corona, pas de collègue. Donc, tu ne peux pas te préparer normalement. Vous vous rappelez ce que c'était le corona, n'est-ce pas? Une horreur. On rentre au collège 1 mois avant Pessah. Et l'examen, il est dans 1 mois. Donc, on s'est dit quoi? Au moins, on a échappé belle. L'examen sera reporté. Sauf que le Rosh nous fait une belle surprise. Il dit, mes amis, examen dans 1 mois. Regarde. C'est quoi, c'est un poisson d'avril? C'est quoi le délire? Comment on peut, en 1 mois, on peut se préparer à 4 mois? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est possible et vous n'avez pas le choix. Il ne faut pas croire que le collège à l'Yeshiva, c'est les vacances, hein, pour ceux qui se posent qui ont des fois des idées bizarres dans la tête. Ça travaille très, 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 très dur. On n'a pas eu le choix, mes amis, on s'est mis au travail. Je vous assure que ce mois-là de limoud que j'ai fait, je pense de ma vie, je n'ai pas étudié aussi bien. Quant à la pression derrière, Par contre, j'avais tellement la pression de réussir et de ne pas le louper. Les 2-3 derniers jours avant l'examen, j'étais très, 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 très tendu. Et là, il m'arrive un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Je suis au collège, on fait mincha, parce que là, ça va, je suis dans ma amida. Et là, j'ai envie d'éternuer. J'éternue, et mon dos était tellement tendu, je me bloque le dos. Bam! Une douleur, c'est impossible de décrire ce qui s'est passé. C'est la folie. J'arrivais pas à me redresser. Vous imaginez ou pas? On aurait dit un vieillard. J'ai mal au dos. Maintenant, ça me dérange. Et pour étudier, et pour me déplacer, je peux pas me pencher. Horrible. Et va voir le médecin, va prendre des crèmes, ce que tu veux, machin, ça se fait un petit peu zéro. Je suis parti plié en 4 à l'examen. C'est déjà, je suis arrivé jusque-là, je vais le faire, même sur un lit d'hôpital, je vais le faire ce truc. L'examen est passé le lendemain, j'avais plus mal au dos. Incroyable. C'est quoi? C'est là. C'est là. Alors, si je vous parle, moi, c'est un truc, c'est rigolo. Ça a duré 3-4 jours, enfin rigolo, on s'est compris. C'est pas grave. Mais une personne qui a des vraies épreuves dans la vie, ou une personne, c'est pire. Vous savez, des fois, on se cherche des poux. Mais mec, j'ai un ami qui m'a parlé cette semaine, ou la semaine dernière. Il m'a dit, je sais pas ce que j'ai. Et je sais que l'an prochain, dans sa vie, tout va bien. Mais ça fait quelques mois, je suis stressé. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à être content, je suis stressé. Je lui dis, je comprends, on passe tous des fois des périodes comme ça. Mais la solution, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien, je vous parle à moi avant de vous parler à vous. La solution dans ce genre de moment, c'est quoi? C'est de faire un lâcher prise et dire, Rachel, c'est toi qui gères. Mais je vous assure que si vous le vivez,
vous ressentez quelque chose, mais limite on dirait que vous êtes drogué tellement que vous planez de bonheur. Tu sais, là, tu te lèves le matin, t'es plus angoissé, t'es plus stressé. Tu t'en remets entre les mains d'Hachem. Et quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, ce soir on ne parle pas de Imouna et de Bitachon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, sa tête elle est en vrille. Écoutez-moi bien, le type il se lève le matin, t'as l'impression qu'en 2 semaines il a pris 5 ans. Il est ridé, il est stressé, il est pas bien, il est truc, il est machin. Yaakov Avinu, mes amis, il dit quand Rachel elle est morte, j'ai pris un coup de vieux d'un coup. J'étais plus capable de faire. Il dit pour moi d'aller en Eretz Israël, d'aller jusqu'à Hebron, même physiquement j'avais pas les forces. Imaginez la douleur qu'il a ressentie quand il a perdu sa femme. Je n'avais pas d'autre choix que de l'enterrer ici et maintenant. Et là on arrive maintenant dans la 3e volée de réponse qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Yaakov a enterré sa femme là où il a enterré jusqu'à aujourd'hui qu'on connaît le péché de Rachel et Ménou? Ni c'est par hasard, évidemment chez Vimpanim la Torah toutes les réponses sont vraies, ni c'est par hasard, ni c'est par peur de Esav, et ni c'est par fatigue ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle il a enterré Rachel là où elle est, c'est par choix, et un choix bien réfléchi. Pourquoi? Il dit parce que si je regarde la vie de ma femme, ça a été quoi jusqu'à aujourd'hui? Une guerre, une lutte, pour une seule chose, c'est quoi? Devenir maman. Rachel, elle était sûre toute sa vie, ma vie, elle est tracée. Moi, je suis la petite. Léa, c'est la grande pour le grand, et la petite pour le petit. C'est-à-dire que moi, je voulais me marier avec Yaakov et Léa avec Esav. Là, pouvait n'a pas de chance, mais ça ne me concernait pas. Sauf que là, on arrive, elle se fait doubler, etc. Nanana, et enfin, quand on arrive le jour J, elle comprend qu'elle n'aura jamais d'enfant. Sa vie, c'est quoi? Sa vie de jeune fille, elle s'est très bien passée, et Léa, elle pleurait, et là, on inverse. Léa, elle enchaîne les enfants, et là, Rachel se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais de quoi elle pleure? Elle dit à Yaakov Avinu, Havali banim, donne-moi des enfants. Veim aïn, et sinon, alors quoi? Sinon quoi? Meta anochi. Je suis morte. Mais il faut comprendre, la Torah, quand elle cite des mots, c'est pas comme nous, je vais mourir. C'est pas des acteurs, eux. Chaque mot, il a une signification. Si j'ai pas d'enfant, je meurs. Et c'est de là qu'on apprend qu'une personne qui n'a pas d'enfant est considérée comme morte. C'est de Rachel qu'on a appris ce yesod, cette notion-là. Sa vie, c'est quoi? Je veux des enfants. Pourquoi? Parce que Rachel comprend quelque chose. Elle dit, mais moi, t'as pas compris mon rôle dans la vie. Je veux pas être le mannequin de la Torah. On dit, Rachel, t'es magnifique. Il dit, mais c'est super. Mais j'en ai rien à faire, moi, d'être belle. Moi, je vais avoir ma part dans ce que va être demain le Ham Israël. Et pour ça, je suis prêt à tout. Et si j'ai pas une part là-dedans, ma vie ne vaut même pas le coup d'être vécue. Je veux des enfants. D'ailleurs, au passage, juste pour le petit ridouche, quand Rachel va dire à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Je peux le manger. Il dit, est-ce que j'ai la place de Dieu qui t'a refusé des gosses? Grossièrement, ça veut dire, débrouille-toi, je peux rien faire pour toi. Elle est dure la phrase, hein. J'imagine, un couple qui essaie d'avoir des enfants, l'autre elle pleure pendant des années, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah écoute, débrouille-toi à la fin. Alors dis-moi, un problème, c'est pas Jean-Pierre là qui parle, avec Corinne, c'est Yaakov qui parle avec Rachel. J'ai rien contre les Jean-Pierre, j'ai rien contre les Corinne, on se met d'accord. Makara, et Yaakov il a fait un cheshbon. Il a compris que Rachel, auprès de qui elle attendait sa Yeshua? De Yaakov. Havali banim, donne-moi des enfants. Yaakov lui dit, mais tu comprends pas? La Yeshua, c'est pas moi. Atachat Elohim. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Ça veut dire quoi? Les prières, vers qui tu dois les orienter? Évidemment que Rachel, elle priait à Hachem, mais elle mettait également beaucoup d'espoir envers son mari. Mon mari, il est tzaddik, mon mari va prier. Eh bien, vous avez des épreuves, vous avez des galères. Ne comptez ni sur un ami, ni sur un donateur, et ni sur un avocat. Une seule personne. Hachem. Hazak. Merci. Hachem. Rabotai. Ou Kol Yachol. Il peut tout. Enron milevado ve'efezulato. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, pourquoi c'est important de se remettre dans les mains d'Hachem. Parce que si, évidemment, oui, on sait qu'il fait tout, oui, je sais, mais quand même, moi, qu'est-ce que tu veux, le notaire, moi, ça me rassure, c'est comme ça. Le notaire, ça me rassure. C'est vrai. Aval, c'est quoi? Enron milevado ve'efezulato. C'est que non seulement Hachem, c'est lui qui peut tout faire, mais efezulato, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans lui.
C'est-à-dire que si le ratson d'Hachem, c'est pas de te donner gain de cause, tu peux t'entourer d'une équipe d'avocats jusqu'à demain et ils vont tous galérer. Ouais. Parce que tu n'as pas compris que l'Aïchoué vient de qui? D'Hachem et uniquement d'Hachem. Par contre, si tu prends ton livre de Tehillim, ou tu prends ta petite bougie de tout à l'heure de Rachel Imeno, ah, je suis en train de vous chauffer là, oh là là, elle va coûter très très cher cette bougie. Si on est là, c'est Hachem qui nous a menés là. Exactement. Bravo. Et que vous prenez votre livre, et que vous avez votre petite bougie, mais que finalement tout est canalisé vers Hachem. Ah, que je m'en s'il te plaît, aide-moi dans cette épreuve, mais tu as fait une chose incroyable. C'est que tu as donné envie à Hachem de t'aider parce que tu te donnes envie que dans ses mains à lui. Alors c'est pas facile, hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Donc Jacob il dit à Rachel, mais j'espère trop en moi et pas assez envers le bon Dieu. Donc en fait, tu lui as donné quoi? Un coup ici de boost pour dire regarde, si tu n'en remets pas au bout d'Hachem, bah t'es seul. Tu vois qu'est-ce qu'il lui dit? Jacob il dit moi j'ai des enfants. C'est vrai ou pas? Il a déjà des enfants. Donc le problème ici, Hachem il met qui en épreuve? Toi ou moi? Toi. Donc toi tu dois te rapprocher d'Hachem. Donc comme elle dit, Jacob il aimait énormément Rachel. Mais il a dit Rachel toute sa vie elle s'est battue pourquoi? Pour avoir des enfants. Pour avoir un chélek dans le Olam, dans le Ham Israël. Est-ce que vous pensez que cette mission, elle s'arrête parce qu'elle va mourir? Non. Si je prends aujourd'hui la définition du mot maman, pas papa, la vérité, on ne fait pas le poids. La définition du mot maman, vous savez ce que ça veut dire? Moi, je traduirais ça par a complètement oublié de ce que c'était sa propre personne. Ça, c'est une maman. Une maman, tu rigoles. Si elle a du temps pour elle une fois par semaine pour aller chez le coiffeur et lui faire les ongles, c'est un exploit. Alors, déjà avant, on avait la maison, les gosses et le mari. Parce que bon, le mari, c'est compliqué aussi. Hein. Mais là, on rajoutait même la carrière. Il y a 50 ans, les femmes, elles ne faisaient pas de carrière. C'était un monsieur qui travaillait. Les mentalités ont changé. Les femmes, elles font des vraies carrières, des vraies études. Donc, tu me rajoutes carrière de 8h à 17h, les gosses, le ménage. Bon, ok, il y aura une femme de ménage, mais qui a le stress dans sa tête que la maison doit être nickel? C'est pas nous, hein. Qu'est-ce que tu dis, ma maison elle est en balagane veille de Shabbat? Maintenant, tout le mec qui rentre, il dit, mais la maison elle est nickel. Le mec, il voit pas. Où elle est en balagane? Il dit, mais tu vois pas ça, ça, ça. Et toi, tu vois pas la poussière, toi, tu vois pas que ça, il faut faire ça, et ça, j'ai pas fait plus mon il faut nettoyer les toilettes, et les vitres sont pas nettoyées. Tu dis, oulala, on dirait que j'ai l'impression qu'on vit pas dans la même maison, elle et moi. J'arrive, je la vois propre, elle la voit dégueulasse. Toute cette charge mentale, qui est-ce qui la porte? C'est une maman. Sur qui a la mission? Qui a le tsahar Gidoul Banim? Qui a le stress du matin de comment mon enfant il va à l'école? Est-ce qu'il était bien sur lui? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'on me dit oh là là il est bien éduqué? Ça c'est une maman, c'est pas un papa. Un papa il dit bon c'est bon t'es prêt truc. Un papa mais je rigole pas. Moi j'ai vu des gens se tromper d'école avec les enfants. Il a déposé sa fille là, son fils là. Mais les mecs ils planent mais total. Alors on a d'autres stress, on a la parnassa, c'est vrai. Mais tout ce qui concerne la maison, le fonctionnement de la maison c'est qui? C'est une maman. Une maman elle a oublié ce que c'était d'être une femme presque j'ai envie de vous dire. Et le rôle, justement, d'une femme, c'est de ne pas s'oublier aussi. Important, elle doit exister. Le rôle d'un mari aussi, c'est de rappeler à sa femme qu'elle est maman, mais c'est aussi une femme, dont l'importance, il faut sortir de temps en temps, il faut s'aérer, il faut se retrouver, etc., etc., etc. Parce que des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'erreur de trop s'investir, mais un jour, les enfants, ils partent. Et on se retrouve sans rien. J'ai rien construit en attendant. Non, il y a un couple à construire, il y a plein de choses à faire en attendant. Mais je m'intéresse maintenant au bon côté. La maman, elle est H24 en train d'investir. Entre nous, demain vous mariez un enfant, vous avez terminé? Ça va mon fils, ça va ma fille, tout se passe bien? Ça va, tout va bien à la maison? Il ne faut pas non plus être lourd, poser trop de questions, n'est-ce pas? Mais en gros, tout va bien, ok, les enfants, machin. Imagine demain ta fille, elle t'appelle, parce que les filles, elles appellent leur mère tous les jours au téléphone, encore plus quand elles sont mariées, tous les jours, si ce n'est pas 2 à 3 fois par jour. Je ne sais pas de quoi elles ont parlé, je ne sais pas, ça me dépasse. C'est bête. Moi-même, quand j'étais en Israël, je ne voyais pas mes parents pendant 6 mois. Bon, j'essaie de les appeler quand même au moins 2-3 fois par semaine. Alors avec ma mère, ça pouvait durer 2 minutes 30, mais avec mon père, ça fait 30 secondes. Ça va? Ça va. Ouais, allez, je suis là. Non, bah là, c'est là. Alors on raccroche. À la semaine prochaine. Mais prochaine, qu'est-ce que les filles, vous avez à vous raconter 3 fois par jour au téléphone? Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. La Gemara, elle dit 9 mesures de parole sont pour les femmes sur 10 dans le monde. Vous imaginez ou pas? Donc on va pas trop s'intéresser là-dessus. Ça parle. Et la maman, elle va écouter. Ah, qu'est-ce qu'il a fait le petit? Ah, il a eu mal au ventre. Ah, il était au GAN. Ah, il a marché. Ah, il a fait ci. Ah, il a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la cassette à son mari. Sauf que son mari, il entend déjà, il s'est endormi. Ça veut dire que la relation, surtout d'une mère, elle ne s'arrêtera jamais. Jacob, il a dit, tu n'as pas compris. Si je demande à Rachel,
Où tu veux que je t'enterre? Elle va te dire, je veux l'endroit le plus principal où les enfants ils vont avoir besoin de moi un jour. Et on sait que quand il y a eu le Khurban Bet Mikdasheni, quand il y a eu l'édition du deuxième temple, et qu'il y a eu la galoute qui a été maintenant décrétée sur l'âme Israël, et malheureusement il n'y a aucune promesse, aucune certitude que quoi, il y aura une Géoula. Et on est dans ce galoute jusqu'à aujourd'hui. Abraham est venu implorer Hachem, Yitzhak est venu implorer Hachem, Yaakov, la Gemara dit que Hachem il a calculé personne. Jusqu'à qu'est venue Rachel, elle a dit quoi? Hachem, à moi tu vas me donner une réponse maintenant. Elle dit, ah ouais, pourquoi? Elle dit, pourquoi? Pourquoi tu as du mal de les pardonner? Parce qu'ils ont fauté? Tu as du mal à leur pardonner? Tu as du mal à passer à autre chose? D'accord. Moi, tu as vu ce que j'ai fait pour ma sœur? Je lui ai offert ma vie. Ma vie entière, je lui ai offert. Comment? Je lui ai laissé mon mari. C'est pas que j'ai rien dit, c'est que je l'ai aidé à ne pas se taper la honte de sa vie. Je l'ai aidé dans ce stratagème. Moi, j'ai été mévatéré toute ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça, mes amis, qu'on dit que le srout de Rachel Emnou, il est plus grand que Yitzhak, que la Kedat Yitzhak. Pourquoi? Écoutez bien le grand Yesod. Mourir al Kiddush Hashem, c'est magnifique. Mais ça dure combien de temps? 8 minutes. Max. Vivre al Kiddush Hashem, c'est le défi d'une vie. Vous avez compris? Mourir al Kiddush Hashem, c'est bien, mais c'est rapide. Vivre al Kiddush Hashem, c'est travailler toute sa vie pour être un exemple pour Hashem, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça que tous les idiots là, ils vont mourir en martyr. T'as rien compris, espèce de brêle. Ça c'est la facilité, ça. Et tu te fais sauter pourquoi? Parce que tu penses que t'as 70 hôtesses de l'air qui vont t'attendre là-haut. Mais sinon, vous croyez qu'ils vont se faire sauter, mais rien du tout. Ils vont rester ici, mais ils sont sûrs, on a tellement promis des choses. Mais nous, on nous dit quoi? Dit non, Hachem dit non, moi, là-haut, c'est moi qui t'appelle. Tu remontes pas tout seul. Tu es là, ici, tu dois rester là-haut. Tu dois rester en bas. Parce que vivre avec Hachem, c'est ça la vraie mission. Rien n'est dit à que je me roule, à quel sera, quand t'as pas répondu, tu vas dire bon, il était prêt à mourir, ça dure 5 secondes, on fait une shrita, on a terminé. Ma vie entière, j'ai été prête à voir ma sœur me doubler devant l'homme qui m'était promis depuis que je suis né. Or, si moi j'étais capable d'être Mochel, toi tu vas être capable d'être Mochel aussi. Et Hachem, il n'avait pas eu le choix. Qu'est-ce qu'il a dit? Mini colère, Miberi, Benaïch, Midima. Arrête, tu as raison. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Yesh Sachar Lifulater, Veshamou Meret Soyev. Je promis que quoi? Il y aura une Géoula. Il y a fait. Et les Israël, quand ils vont partir d'Eretz Israël en galoute, par où ils vont passer? Par Bethléem. Ben, vous croyez qu'en chemin, on attend de dire à l'autre oppresseur, viens, on fait une pause, on rentre dans la ville, on va chercher le cimetière, le carré juif, on a Rachel et Menou là-bas, on va prier et on revient. Mais c'est marche ou crève. Donc l'endroit stratégique, c'est où pour enterrer Rachel? Sur le chemin. Davkala. C'est pas par erreur, c'est pas par fatigue, non, c'est réfléchi. Parce que le rôle de Rachel, mes amis, c'est de nous protéger jusqu'à aujourd'hui. Et ça, mes amis, c'est la force. Écoutez bien ce que je vous dis. Une femme dans l'âme Israël. Et vous savez pourquoi je vais aller encore plus loin? Et là, on va mettre tout le monde d'accord. Parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent un petit peu à hésiter chez les hommes. Parce qu'une femme, c'est vraiment la place principale dans l'âme Israël. Mais non, on se met d'accord tout de suite. Demain, j'ai monsieur Cohen qui se marie avec madame Bitton. Ok, au hasard. Avec mademoiselle Bitton. Les enfants, ils vont s'appeler comment? Cohen, on est d'accord? Ouais. On est d'accord. Les enfants, ça devient des Cohenim? Eh oui, parce que le papa est Cohen, super. Demain, j'ai un monsieur Lévi. Les enfants vont être Lévi? Ouais. Rassurez-moi, ils sont Lévi, d'accord. Lévi, super. Pourquoi? Parce que le papa, c'est lui qui donne le titre. C'est lui qui donne l'extérieur. Par contre, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Si tu prends mademoiselle Bitton, Mekra de Shalom, tu prends Jean-Pierre Dupont. Le gosse, il est quoi? Il est juif. Dupont. Dupont, mais juif. Dupont, juif. Mekra de Shalom, l'inverse. Un homme juif, monsieur Cohen, fils de Cohen, fils de Cohen, fils de Cohen, qui prend Christine. Françoise, si vous voulez. Apparemment, il y a Christine dans la table, excusez-moi. Tu prends Françoise Dupont. Mais lui, c'est un monsieur Cohen, attention, hein. Le gosse, il est quoi? Il est rien. C'est pas un juif. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, celle qui transmet les neshamot du Ham Israël, c'est qui? C'est les femmes. C'est pas les juifs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous avez compris? Nous, on a le rôle de l'extériorité. Mais qui? Messieurs, vous êtes avec moi? Mais qui? C'est une question rhétorique. Mais qui a le rôle de transmettre la neshama, l'identité juive réelle? C'est les femmes.
Et on va terminer avec ça. Vous savez, on a un peu trop tendance à voir à l'extérieur que c'est les papas, on dirait que c'est eux qui s'occupent de l'éducation. Il va à la synagogue, le papa. Il monte à la Torah, le papa. On le voit, on parle. Qu'est-ce qu'on dit à la synagogue? On connaît tous Moshe Cohen. D'accord? Oui, c'est le Cohen, oui, c'est lui. On va connaître M. Abitbol, ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand il y a ça, on dit, ah, c'est la femme de M. Abitbol. Évidemment, les femmes, elles sont plus, en tout cas, sont moins présentes. C'est les hommes qui sont mis en avant. Le petit va, il s'assoit avec qui à côté de son père? À côté de son père à la synagogue. Il fait Imlok, il fait Shema. Ah, c'est bien, ton fils. Écoutez-moi bien. Ça, c'est du spectacle. Qui est-ce qui est là le matin qui dit à son fils, allez, chérie, tu dois aller à la synagogue, c'est important, tu dois aller, papa. Qui est-ce qui a une identité où le petit, quand il est petit, il est encore trop petit pour aller à la synagogue parce que son père, il va tout seul. Il voit sa mère allumer les nérotes, il voit préparer la table de Shabbat, il voit se couvrir la tête, il voit. Écoutez bien, l'image, l'identité juive, ça passe par la mère. D'ailleurs, on le dit tous, vous le savez. Imaginez, demain, on vous propose, enfin, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on dit voilà, tu dis, imagine, tu as un bon sfarad, tu dis, moi, je veux qu'une sfarad. D'accord? Tu dis, que j'aime bien, mais de loin. Ok? Très bien. Moi, on dit, écoute, on a une jeune fille à vous proposer, magnifique. Et une fille bien et tout. Elle s'appelle Rosenblum. Ah, le mec, il va commencer à faire le compliqué. Ouais, mais elle est ashkénaze. On dit, non, t'inquiète, frérot. Le père, il est ashkénaze, mais la mère, elle est marocaine. Ouais. Ça veut dire quoi? Le mec, il peut s'appeler Rosenblum sur le papier. La maison, elle est quoi? Elle est marocaine. Toute la maison est marocaine. Limite, il y a des tapis là-bas dans la maison marocaine. La cuisine est marocaine, l'ambiance est marocaine, la mentalité est marocaine. Pourquoi? Parce que c'est quoi, mes amis? Akeret Abaït. C'est le Ika. Et un beau ridouche que j'ai lu, on dit que Rachel Menou, elle était Akara. Ça veut dire quoi, Akara? On a dit stérile, on a parlé la semaine dernière. Mais regardez, tu sais ce que c'est Akara? C'est que c'est Ikaro chez Am Israël. C'est également l'essentiel du Am Israël. C'est qui? C'est Rachel Menou. Parce que la place d'une femme dans l'Am Israël, mes amis, elle est inégalable. Mais quand on est conscient de ça, ça vous dit également le rôle que vous avez, à quel point il est important. L'exemple que vous donnez à vos enfants, pas uniquement aux garçons, surtout aux filles. Le Shabbat, plus tard la pureté familiale, le bon cœur, etc. En général, c'est vrai qu'une maman, c'est elle qui façonne la maison. Parce que même un mari, elle a avec son petit caractère, en général, à un moment donné, il finit par filer droit. Hein. Si vous faites bien votre travail, votre mari il va être gentil. Donc, la maison, c'est qui, mes amis? C'est une dame, c'est une femme. Et ça vous rappelle votre rôle et votre responsabilité que vous avez dans une famille, sur la génération à venir, sur l'influence que ça va donner. C'est la vérité, hein. Tu vois une jeune fille, en général, à soi, 80%, c'est la copie de sa mère. Normalement, elle ressemble à sa mère. Dans les manières de faire, si elle a vu sa mère se donner la peine pour Shabbat, elle va se donner la peine pour Shabbat. Si elle a vu sa mère arriver chez le traiteur comme une princesse en Cayenne 4x4 et prendre son Shabbat tout près, tu crois qu'elle va faire les boulettes dans la cuisine vendredi? Mais tu rêves, c'est impossible. Si elle a vu sa mère manquer de respect à son père constamment, et des disputes, mais tu penses qu'elle va être capable de respecter son mari? Mais ça va être pareil, tu me dis pas ce que j'ai à faire, etc. Donc mes amis, ce soir on aura appris deux choses. L'importance d'une femme dans le Ham Israël, l'importance d'une femme dans une maison et l'importance d'une femme dans la vie. On aura appris également qu'on a une Tzadékette qui nous protège depuis qu'elle est née, et même après sa mort, même après 3500 ans, c'est Rachel Imenu. Alors mes amis, Bezrat Hashem, ce soir on aura besoin d'Yeshuot. Et si ce soir quelqu'un ici a besoin d'Yeshuot, Bissoud Rachel Imenu. Comme on l'a dit, son route, il est intemporel. Bezrat Hashem, que tous les rois d'accueil trouvent leur mazal. Amen. Et tous ceux qui ont besoin de réfoua chez les mains, amen. Et tous ceux qui ont besoin d'une parnassa extraordinaire. Et que tous ceux, Bezrat Hashem, qui suivent nos cours toutes les semaines, qu'ils aient tout ce qu'ils désirent, amen, qui est à la semaine prochaine. אם לא נשכח תמיד להיות